Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour les moutons enragés. L'interview qui est réalisée aujourd'hui est constituée de questions qui ont été posées par les internautes. Oui. Alors pour commencer, pourquoi l'État doit-il emprunter à des banques privées à des taux de 3 ou 4%, ou voire plus, alors que ces dernières empruntent à la BCE à 1%? Est-ce que c'est pas dans leur intérêt d'emprunter directement à la BCE? Alors, pour répondre à cette question, il faut quand même revenir à la plus grande arnaque la plus grande arnaque avant le scandale du Libor, je précise, parce que depuis on a une arnaque encore plus grande que la loi du 3 janvier 1973. Oui. Je rappelle que avant la loi du 3 janvier 1973, d'accord, l'État français, par exemple, mais c'est valable pour les autres pays, l'État français pouvait emprunter auprès des Français à un taux d'intérêt, on va dire, peu importe, que ce soit 2, 4 ou même 10%, et que le remboursement de ce prêt était fait également à la Banque de France. Donc tous les intérêts que les gens payaient, c'était que du bonus, ça allait dans la tirelire de l'État français à nouveau, et avec ces intérêts, ils pouvaient construire des crèches, des autoroutes et bien d'autres choses. D'accord ? Or, depuis le vote du 3 janvier 1973, je vais y arriver, c'est un coup d'État qui a eu lieu, littéralement, mais personne ne s'en est rendu compte. Et désormais, si vous voulez, tous les intérêts qu'on paye, ces intérêts ne reviennent pas dans la cagnotte du peuple français, dans la tirelire du peuple français, mais vont directement à la banque, aux banques privées. Donc ça, c'est une première chose. Alors ensuite, l'articulation, si vous voulez, qui a été faite pour tout ce qui est Banque Centrale Européenne, etc., eh bien, il va de soi, si vous voulez, que tout a été mis en œuvre dès le départ, pour qu'à un moment donné ou à un autre, le contrôle de l'ensemble des banques françaises soit rendu à la Banque Centrale Européenne. Et il se trouve que vous avez pris rendez-vous pour cet entretien, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, et que, entre-temps, c'est ce qui est arrivé. Vous avez vu, ça date d'il y a une semaine à peu près, François Hollande et tous les banquiers qui lui servent de conseillers ont donné le contrôle de l'ensemble des banques françaises, 220 pour être très précis, 220 banques françaises ont été données à la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que nous avons rendu le chéquier, la carte bleue, le livret A, tout ce que vous voulez, de la France, nous l'avons rendu à la Banque Centrale Européenne. Nous n'avons strictement plus aucune liberté de mouvement financier. Tout est à la dispo maintenant de la Banque Centrale Européenne. Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que c'est pas intérêt, on s'en fout. Si vous voulez, le point de départ, le point le plus scandaleux, c'est la loi du 3 janvier. C'est une loi scélérate qui a été faite par un homme qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, que je considère à titre personnel, également à titre global, comme étant un traître à la France à cause de cette loi, et surtout parce qu'il a rédigé, rappelez-vous, le texte du traité européen, qui a été refusé par les Français par un référendum. Les Français ont dit non, et que Nicolas Sarkozy a fait passer dans le dos du peuple français sous le nom du traité de Lisbonne. Voilà. Donc à partir de là, tous les viols, tous les vols, toutes les spoliations sont possibles sur le dos du peuple français. Voilà. Donc les banques centrales maintenant n'ont plus aucun intérêt, sauf à savoir que la Banque Centrale Européenne pilote la France. Voilà. En clair, on est cuit. J'ai une autre question qui est: est-ce que vous pensez que l'on pourrait enseigner l'histoire de l'Antiquité à nos jours d'une manière cohérente et continue en suivant les mouvements financiers? Oui, c'est une très très bonne question. Écoutez, j'aimerais beaucoup qu'il y ait effectivement une spécialité de l'histoire et que l'histoire soit enseignée non plus en tant que mouvement politique, mais en tant que mouvement financier et politique. Mais sachant que la plupart du temps, c'est surtout financier. Il suffit d'observer pour ça l'histoire de France. Oui, moi j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, je signale que sur Internet, il existe une série qui a été faite par une télévision anglaise qui dure, je crois qu'il dure à peu près 3 heures et demie, qui a été découpée en plusieurs morceaux et qui est une histoire du monde financière et monétaire et qui vous donne une vision tout à fait différente, si vous voulez, de l'histoire du monde. Oui. Par exemple, quand on parle de la Révolution française, c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, les mômes, moi-même d'ailleurs, je me souviens
souviens quand on nous l'a renseigné, on avait l'impression si vous voulez, que la Révolution française, elle avait duré, ça a duré 5 jours quoi. Alors qu'en fait la Révolution française, elle a duré quand même presque 10 ans. Mais qu'aujourd'hui on concentre tout sur une seule journée, le jour où la Bastille a été prise. Mais on oublie de préciser, si vous voulez, que l'État français est en faillite totale, et que c'est la raison pour laquelle le roi Louis XVI a été obligé de réunir toutes les assemblées pour leur demander des sous, quand même. Et là, quand les mecs ils ont vu que le roi avait besoin d'eux et de leur argent, là, et du coup ils ont pris le pouvoir. Voilà. Mais ils l'attendaient depuis longtemps. Oh, je me doute. Donc effectivement, la Révolution française vue sous l'histoire financière, c'est très très intéressant, bien sûr. D'ailleurs, là pour ceux qui veulent en savoir plus, je rappelle que j'avais fait une série avec Max Kaiser et James Turk que vous pouvez voir sur Internet. Je crois que c'est anglais, mais si vous tapez sur YouTube James Turk, Max Kaiser et Pierre Jovanovic, vous allez la trouver. C'est une émission, c'est 2 émissions, avant et après la Révolution française. On va chercher ça.